Bon, on va passer sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Exit tous les frameworks, le JS, les trucs haut niveau, tout ça. On va se faire un peu plaisir, on va mettre les mains dans le cambouis, on va faire des trucs un peu sales. Donc c'est une petite presse sur l'obfuscation, comme son nom l'indique, Code Obfuscation 101. Et on va rentrer dans la section pub. Donc je m'appelle Gaëtan Ferry, je suis expert sécu chez Synactive. Avant qu'on me pose la question, non, Synactive et Synax, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, même si le nom ressemble. Et donc du coup on est une boîte de sécu, on fait majoritairement de la sécurité offensive, donc type pentest, red team, reverse engineering, exploitation sur diverses plateformes, etc. On est certificateur à Argel et bureau de certification agréé par l'ANSSI. Et puis on est environ 50 en ce moment, avec une vingtaine de pentesters dont moi, et puis on casse tout ce qui nous passe par la main depuis à peu près 2012. Si vous voulez des retours sur notre travail, il doit y avoir des clients à nous dans la salle qui se cachent quelque part. Et on recrute aussi, comme tout le monde dans cette salle visiblement, des pentesters, des reverseurs, des gens qui sont intéressés par la sécu, aussi des devs, parce on a des devs de trucs. N'hésitez pas à me dropper votre CV si vous êtes intéressé. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette présentation? On va parler obfuscation. Pourquoi est-ce qu'on va parler obfuscation? Personne ne fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Moi, ce que je pense, donc mon avis perso, c'est que l'obfuscation, c'est un peu un domaine qui est sous-évalué aujourd'hui. Les gens ont tendance à penser que c'est inutile, que c'est de la sécurité par l'obscurité, et que donc, par définition, c'est pas de la sécurité. Et donc, du coup, c'est un truc qui est plus ou moins abandonné dans un coin, on n'en voit pas trop. Et puis, du coup, les gens ne connaissent pas, puisque ça n'existe pas. Donc forcément, ça aide pas le truc à fonctionner. Et du coup, on va essayer de donner un peu de dorure au blason de l'obfuscation. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va définir un peu ce que c'est les objectifs de l'obfuscation, rappeler un peu des trucs un peu génériques, et puis on va détailler des patterns d'obfuscation un peu classiques, qui sont bien connus quand on fait de la sécu et de l'obfuscation, qui ne sont pas forcément quand on n'en fait pas. Et puis je vous montrerai quelques exemples dans une implémentation en Python, et il y aura même des démos si on a de la chance. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'obfuscation? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors si on fait un peu de théorie, l'obfuscation c'est pas du tout ça. On va pas du tout faire ça. La théorie de l'obfuscation, ça marche pas bien. En théorie, l'obfuscation, ça fonctionne pas en fait. Il y a un résultat, les chercheurs ils ont creusé comme ça, ils ont fait ouais l'obfuscation, comment ça marche, tout ça, ils ont fait des théorèmes, des machins, et puis à la fin ils ont dit l'obfuscation dans le cas général ça fonctionne pas. Point, barre, on arrête là. Donc la théorie c'est nul, sauf pour quelques exceptions, les fonctions de A à point données, qui sont des trucs techniques, sinon ça marche pas, donc on va faire quelque chose de plus pragmatique que de la théorie. Et donc, d'un point de vue pragmatique, à quoi ça ressemble l'obfuscation? L'obfuscation, c'est l'idée de prendre un programme et de le rendre plus compliqué. Donc on le prend un programme standard, il est bien écrit, il y a des belles classes, des belles fonctions, tout ça. Et puis on va le prendre, on va le transformer, on va faire des tambouilles avec, on ne sait pas trop encore quoi. Et puis à la fin, on veut qu'on ait un programme qui soit absolument dégueulasse, illisible, avec du code moche, ce qu'on n'aime pas faire en règle générale, mais que pour le coup on va avoir besoin. Grosso modo, il n'y a pas trop de règles à suivre, tant qu'on part d'un beau programme et qu'on arrive à un programme moche. Seulement, il faut que le programme final, donc le truc qu'on récupère à la fin, soit à peu près équivalent à celui d'origine. Donc il faut qu'il fasse la même chose, sinon ça sert à rien. Et puis il faut aussi qu'il soit plus difficile à analyser que le programme d'origine. Sinon, encore une fois, on a raté notre truc. Et donc pourquoi est-ce qu'on va vouloir faire ça? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit on est un mec sympa, genre un dev, et puis on a envie de protéger notre code parce que c'est propriété intellectuelle, tout ça, j'ai pas envie que n'importe qui puisse reprendre mon appli et l'intégrer ailleurs, ou prendre un algo secret que j'ai développé pour le réinjecter dans une autre application, donc je vais le cacher, je vais le rendre moche, tout ça. Et puis d'un point de vue pragmatique aussi, je n'ai peut-être pas envie que les vulnérabilités de mon code, on les retrouve trop vite si on analyse mon programme, et donc je peux faire ça pour décourager des attaquants sur une appli. Ou alors on peut être un salaud comme moi et utiliser l'obfuscation plutôt pour sortir, enfin du moins se protéger des antivirus comme ça, pour passer sur les côtés des antivirus qui vont perdre la tête en lisant mon code. Ou pour prévenir, un peu comme vous voulez le faire, que mon appli soit
analysé par des mecs qui bossent dans des boîtes d'antivirus ou ce genre de trucs, et qui sachent que c'est moi qui ai écrit un super virus de la mort, ce qui m'arrangerait pas trop. Bref, ça peut servir dans pas mal de cas, et en pratique on voit qu'il y a des gens qui l'utilisent un peu en web, sur du JS par exemple, qui est distribué dans le navigateur. On n'a pas trop envie que les gens sachent comment ça marche, donc on met un peu dessus. Donc on en voit quand même un peu. Donc allons-y, faisons un peu d'obfuscation. Comment est-ce qu'on va faire pour compliquer un programme? L'idée, ça va être d'en retirer autant d'informations qu'on va pouvoir, un peu dans 3 directions principales. Un programme, il y a 3 catégories d'informations qu'on va retrouver dedans, du moins dans du code source. Arrêtez-moi si je me trompe. Il y a les abstractions, tout ce qui va être les classes, les architectures de classes, les héritages, les fonctions, etc. Les données, genre 1, 2, 3, ou bla, comme ça, les trucs que votre programme utilise. Et le flux de contrôle qu'on a tendance à oublier, donc là on est plutôt dans les boucles, les branches conditionnelles, etc. Enfin bref, vous savez à quoi ressemble un programme. Et donc si on veut qu'à la fin on ait une obfuscation de qualité, il faut que ces 3 éléments-là, on arrive à les cacher. Donc petit exemple, ça a l'air d'être à peu près lisible. Donc voici un bout de programme, c'est du Python. Et puis c'est la fonction MD5 qui est implémentée en Python. Donc on a des abstractions dans ce bout de programme. Donc on a une classe qui s'appelle MD5, on a une première fonction qui s'appelle init, bon il y en a d'autres en dessous, mais bref. On a des données, donc les 4 belles constantes de l'algorithme MD5, et puis un tableau qui sert à on ne sait pas trop quoi, mais bref. Ça c'est des données, et puis on a des structures de contrôle, donc on a une magnifique boucle while, et puis une deuxième juste en dessous. Et donc en fait toutes ces petites informations là, ça me donne, quand je le lis, ça me permet de savoir à peu près ce que fait cette fonction. Donc bon, déjà en gros c'est écrit MD5, donc j'ai plus besoin de trop chercher normalement ce que ça fait. Et puis bon, les 4 constantes, normalement quand je les vois et que je sais à peu près ce que je cherche, bon bam, 4 constantes MD5. Et puis après, si tout ça n'existait pas, on pourrait toujours se reposer sur la structure du programme pour essayer de comprendre ce qu'il calcule et retrouver MD5. Donc le but c'est de tout cacher. Et donc on va faire ça un par un, étape par étape. Et puis on va commencer par les abstractions. Donc les abstractions, c'est vraiment le truc qui, quand on est développeur, nous aide à comprendre et structurer un programme. On sait bien que si on fait un programme sans classe, sans fonction, écrit tout en une ligne, c'est dégueulasse et personne ne comprend. Donc on met des belles abstractions et les programmes sont faciles à comprendre. Nous, c'est justement ce qu'on va avoir envie de faire disparaître pour rendre notre programme moche. Et donc dans les abstractions qu'on va vouloir cacher en priorité, on va voir les variables, les fonctions, les classes. Et puis tout ce que votre langage préféré vous propose comme type d'abstraction. Moi après je suis pas dev. Bon voilà, un peu le 101, le first step, le truc le plus simple quand on fait de l'obfuscation, c'est de cacher les noms. Parce que forcément, ma classe elle s'appelle MD5, donc déjà de base j'ai perdu, on sait déjà ce que ça fait, donc ça m'intéresse pas. Donc forcément ces noms, je vais vouloir les ranger, les cacher, et puis éventuellement les remplacer par des trucs aléatoires où on ne sait pas trop ce que ça va raconter. Et donc il y a un truc qui est vachement bien avec l'obfuscation des noms, que pas mal de gens pratiquent, c'est que l'information qu'on va supprimer, elle est absolument irrécupérable. C'est-à-dire que si ma classe elle s'appelle MD5, si je la renomme et que je l'appelle Shawan, personne ne pourra savoir qu'avant c'était MD5. J'ai juste supprimé l'information, c'est fini. Bon, et puis ça, comme je disais, c'est très simple. Grosso modo, comment on va faire? On prend notre programme, on cherche toutes les déclarations de fonctions, de variables, de classes et d'autres types d'abstractions, et puis on les remplace, et on les remplace aussi à chaque fois qu'elles sont utilisées. Grosso modo, ça ressemble à quoi? Si je prends ma petite fonction ici qui met un nombre à la puissance, un exposant donné, j'ai ma fonction, elle s'appelle power, donc je la définis en haut, et puis je l'appelle en bas. Donc je vais vouloir cacher ce nom power qui donne beaucoup trop d'informations sur ce que ma fonction fait, donc je vais le remplacer par toast. Et puis au moment où je vais l'appeler, forcément j'ai remplacé mon nom par toast, donc je remplace par toast à l'appel. Et puis je vais faire ça forcément pour toutes les autres abstractions. Donc en l'occurrence on a quelques variables, des paramètres. Donc on a number exponent, donc c'est pareil, number exponent, qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc je vais remplacer ça, donc je remplace number par bread, exponent par butter, hop, je remplace tout ça dans mon code. Et donc ça se fait vraiment bien, hein, à partir du moment où on a accès à un arbre syntaxique de notre langage.
on parcourt l'arbre, on cherche une déclaration, on fait un petit mapping dans une HMAP ou je ne sais quoi, et puis à chaque fois qu'on a une utilisation, on regarde si ça fait partie de notre HMAP, hop, on remplace tout ça. Donc ça c'est vraiment très simple. C'est tellement simple que probablement c'est pas suffisant en fait. Parce que ce qu'on disait au début, c'est que dans les abstractions, on a aussi l'architecture des classes, la définition des classes, etc. Et donc en fait là, quand j'ai remplacé mes noms, en fait j'ai conservé un peu ma structure de programme. C'est-à-dire que j'avais une fonction, à la fin j'ai toujours une fonction. Donc au final, ça marche bien, c'est une information qu'on ne peut pas récupérer, mais c'est pas vraiment suffisant. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Et donc pour aller plus loin, on a deux possibilités, encore une fois assez simples, qui sont function inlining, donc la mise en ligne d'une fonction, et au contraire le merging de fonctions. Donc ça va marcher encore mieux, je vous donne l'exemple juste après, seulement il faut faire bien attention à tous les langages qui font de l'introspection sur les classes. À partir du moment où votre programme il fait un peu trop d'introspection et qu'il va accéder de manière dynamique à des objets, à des attributs ou à des méthodes, ça va devenir un peu compliqué de faire ça. Donc exemple de merging de fonctions, donc le genre de choses qu'on peut faire en obfus de structure de programme. Donc j'ai deux fonctions, une qui fait une addition, une qui fait une multiplication. J'espère que je ne me suis pas planté, sinon j'ai l'air con. Donc l'idée ça va être de prendre ces deux fonctions et de les remplacer par une seule fonction. Donc je vais prendre le corps d'une fonction, je le fous dedans, je prends le corps de l'autre fonction, je le fous à la suite, je fous tout ça dans une expression conditionnelle. J'avais deux paramètres sur ma première fonction, j'avais deux paramètres sur ma deuxième fonction. Donc ma troisième fonction elle aura 4 paramètres, et un paramètre supplémentaire qui va définir si j'appelle une fonction ou l'autre fonction. Donc je vois bien une seule fonction qui fait tout, que j'ai habilement appelé toast. Du coup au moment de l'appel, au lieu d'avoir un add de quelque chose et puis un mult de quelque chose, j'ai deux fois un appel à toast avec des paramètres qui sont plus ou moins inutiles. Selon si mon flag, donc le dernier paramètre de ma fonction résultante, est à true ou à false, je vais faire soit une addition soit une multiplication. Et donc forcément à ce moment là j'ai un peu déstructuré mon programme et ça va être plus compliqué de savoir exactement ce qui se passe là-dedans. Si je suis vraiment très malin, je peux même me rendre compte que mes deux fonctions, elles ont un corps qui est quand même relativement similaire. Et donc en fait la seule différence qu'il y a entre ces deux fonctions, c'est une initialisation de compteur et puis un incrément dans une boucle. Donc en fait je peux déporter ces deux éléments qui sont différents et puis mettre un corps en commun. Donc là j'obtiens une fonction qui est encore plus jolie, avec seulement 3 paramètres, et qui va devenir plus compliquée à analyser encore une fois. Ce qui est un peu le but. Il y a une démo qui est un peu décevante, donc je la passe, on la fera à la fin. L'idée étant que je prends ma fonction MD5 du début, et puis je vais remplacer tous les noms qui sont à peu près visibles à gauche par un truc aléatoire qui ressemble à rien à droite. Donc déjà c'est plus marqué qu'on fait du MD5, et puis ma fonction init malheureusement il faut qu'elle reste là puisque sinon ça ne fonctionne plus, mais j'avais une fonction qui s'appelait handle par exemple qui ne s'appelle plus handle, donc je cache un peu d'infos. Donc ça c'était la base. Bref, on a obfusqué des structures de programme. Le deuxième élément qu'on avait donné sur notre liste, c'est les données. Les données c'est vraiment le truc hyper important dans les programmes, c'est vraiment le truc qu'on va avoir envie de cacher. On a plein de choses qui peuvent apparaître dans les données. Il peut y avoir des trucs de debug, des trucs de statut, je ne sais quoi qui va apparaître dans vos applis. Parfois même, pourquoi pas, des secrets de fonctionnement, des clés de connexion à une API par exemple, pourquoi pas. Et puis on peut avoir plein de constantes qui sont facilement reconnaissables. Donc si on parle crypto, dans MD5, dans mon algo il y avait 4 constantes. Donc celles-ci elles sont facilement reconnaissables, et puis c'est pareil pour AES, etc. On a des constantes qui peuvent arriver. Et donc on va vouloir cacher un peu toutes ces données. Dans notre exemple de MD5, on a surtout des entiers qu'on va vouloir cacher, mais si vous savez cacher des entiers, vous savez cacher des chaînes. Donc ce qu'on va essayer d'utiliser, c'est un concept de l'obfuscation qui est assez central, qui s'appelle les prédicats opaques. Qu'est-ce que c'est un prédicat opaque? Donc comme je disais, c'est vraiment important dans l'obfuscation. On va essayer de construire des expressions dans notre programme qui, quand je vais écrire mon programme, sont facilement identifiables pour moi, je peux facilement les retrouver, mais qui, au moment où quelqu'un va exécuter mon programme, seront beaucoup plus difficiles à reconnaître.
Donc je vais vous donner des exemples, vous allez voir c'est relativement simple, du moins au début. Et puis bon, il y avait des valeurs opaques et puis des prédicats opaques. Donc le prédicat c'est juste une valeur opaque qui est en fait un booléen, bref. Et donc si on veut faire quelque chose de compliqué, moi je sais qu'il y a un truc qui est vachement dur, c'est les maths. Donc je peux faire de l'obfuscation en me basant sur des résultats mathématiques. Donc ça encore c'est assez facile, vous prenez un bouquin de maths, votre bouquin de terminal, là vous prenez, vous faites CTRL F démontrer que dedans. Vous allez avoir plein de résultats tout nuls, vous les prenez et puis vous allez les implémenter dans votre code. Donc des exemples de trucs tout nuls, on a par exemple n au carré plus n modulo 2 est égal à 0. Voilà, je vous le dis. C'est écrit dans un bouquin de maths quelque part. Bref, si vous prenez un nombre quelconque, vous le mettez au carré, vous l'ajoutez lui-même, vous prenez le modulo 2, ça fait 0. Donc forcément, c'est un peu moins joli à retrouver que 0 tout court. Et puis vous avez la même chose avec si n est impair, vous le mettez au carré, vous prenez modulo 8, ça fait 1, toujours. Et puis il y a, je sais pas trop quoi, 3 à la puissance 2n plus 2 plus 1, modulo 8, ça fait 2. Voilà, donc avec tout ça, par exemple, j'ai 3 manières d'écrire 0, 1 et 2. Puis après, je peux les combiner pour écrire 3, 4, 12, 27. Et faire des choses compliquées. À quoi ça pourrait ressembler si on faisait ça? Donc je reprends ma fonction d'addition de tout à l'heure. Dedans, on a 3 constantes, 0, 1 et puis encore 1. Donc je reprends mes résultats que j'avais juste avant, n au carré plus n modulo 2 est égal à 0, n au carré modulo 8 est égal à 1, celui-là je ne vous l'avais pas donné mais je vous le dis aussi. Et tout bêtement, je vais prendre mes 0 et mes 1 et puis je vais les remplacer par ça. Donc j'ajoute un petit n qui est une valeur aléatoire au milieu, et puis je fous des... je remplace tout ça. Une question? Il n'y a pas de problème, hein, si vous avez une question, on y répond. Ou après, si tu veux. Et donc, d'après mes résultats mathématiques, il faut les croire, en fait, ce programme fait exactement la même chose que ce programme juste au-dessus. Le seul petit problème de cette obfuscation, c'est que le n égale rang de x2, je sais pas trop quoi, c'est un peu suspect. Donc en fait, si j'étais un peu malin, j'utiliserais une variable qui existe déjà dans mon programme. Donc en l'occurrence, j'ai une variable qui existe, qui est a. Donc je peux me servir de a pour utiliser mes résultats. Donc ça c'est pareil, ça marche relativement bien. On se rend bien compte que quand on lit notre programme, là comme ça c'est pas trivial de dire que ça fait un plus 0, un plus 1 ou on sait pas quoi. Bon, sauf que en fait, moi je suis malin, je prends un bouquin de maths, je cherche dedans et j'ai des résultats, mais en fait, un mec qui va vouloir analyser mon programme, il va faire pareil. Il ouvre un bouquin de maths, il cherche les résultats, il fait « Ah oui, en fait, moi je sais que n au carré plus n modulo 2, en fait ça fait 0. Donc je prends tous les n au carré plus n et 1, et puis je remplace par 0. » Donc en fait, attaquer ces prédicats, comme on les a bellement appelés, c'est assez facile. Donc il suffit de construire une collection de plein de résultats mathématiques, de faire un pattern matching un peu intelligent sur le programme, et puis de remplacer les valeurs qu'on connaît. Donc on doit pouvoir faire un peu mieux que ça. C'est là que ça se complique. Ouvrez grand vos oreilles. L'idée c'est que les résultats mathématiques c'était quand même intéressant comme concept, parce que on arrivait à produire des entiers assez facilement, sauf que les gens connaissent les résultats mathématiques, probablement même plus que moi. Et donc je vais créer mes propres résultats mathématiques. Comme ça au moins je suis sûr que personne d'autre les connaît. Donc l'idée c'est que je vais prendre un tableau d'entiers, je vais le remplir avec des nombres, et puis sur ces nombres je vais décider de propriétés données. Il y a un exemple juste après, encore une fois, pour éclaircir le concept. Et puis donc je vais initialiser mon tableau en respectant ces propriétés que j'aurais définies à l'avance. Et puis ensuite je vais me servir de ces propriétés pour calculer des valeurs un peu comme on le faisait avant. Exemple. Voici un magnifique tableau rempli d'entiers, qui comme ça n'a l'air de rien, sauf que toutes les petites cases qui sont en rouge sont égales à 3 modulo 5. Toutes les petites cases qui sont oranges sont en fait égales à 1 modulo 4. Et puis 3 est stocké dans le tableau ici, 1 est stocké là, 4 ici, et puis 5 là. Donc en fait j'ai créé des relations mathématiques dans mon petit tableau qu'il n'y a que moi qui les connais. Donc par exemple j'ai des résultats tout neufs comme 3 est égal à A1 modulo A4. Donc faut me croire. Vous prenez la case 1, vous faites modulo la case 4 qui est donc le 5 et hop vous obtenez 3.
Et puis pareil pour plein d'autres choses. Donc le 1 est égal à A5 modulo A8, et etc. Je reprends mon souffle, je vais mourir sinon. Donc utilisons ces nouveaux résultats. D'après mes résultats de tableau, je sais que 0 est égal à A5 modulo A3 moins A1 modulo A3. Encore une fois, il faut plus ou moins me croire. Ça correspond au modulo des cases 1 et puis des cases 5, bref, qui valent la même chose, vous les soustrayez, ça fait 0. Même chose avec 1, j'ai des résultats qui me donnent la valeur 1. Et donc je peux facilement remplacer dans mon programme les 0 et les 1 par des appels relations mathématiques sur mon tableau que j'ai calé en haut. Et ça, c'est pas mal déjà, c'est plutôt joli. Ça ressemble vachement moins à un truc qu'on peut chercher dans un bouquin de maths. Et donc, c'est quand même déjà un peu plus compliqué à analyser. Sauf que, en fait, ça suffit toujours pas. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai mon tableau qui est en haut, j'ai mes valeurs qui référencent le tableau, et donc en fait je peux très bien, moi en tant qu'analyste du programme, dire bon bah mon tableau il est fixe, donc c'est assez facile, tous les A5 je les remplace par la valeur 5, tous les A3 je les remplace par la valeur qui correspond, et puis après j'évalue ça comme un sale avec un bon vieux éval, et puis ça me redonne la valeur d'origine. Donc en fait j'ai tué toute l'obfuscation qui en fait n'était pas si bien que ça. Donc c'est un peu ce que je dis, hein. Donc on peut remplacer les valeurs de manière assez statique. Et donc en fait il faut qu'on arrive à mettre une indécision dans tout ça. Si mon tableau il est trop statique, ça marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rendre non statique. Donc, je vais aller faire des modifications dedans pour que au fur et à mesure de mon programme le tableau change et puis que du coup mes valeurs changent. Sauf que c'est peut-être pas si simple que ça. Si on a deux fonctions qui font des appels à mon super tableau, et qu'il y en a une qui détruit le tableau, comment est-ce que l'autre a fait pour savoir que l'état du tableau il a changé et que du coup les valeurs qu'elle croyait récupérer sont en fait pas les bonnes parce qu'elles ont été modifiées à côté? En fait, on ne peut pas trop savoir. Donc, on va être malin et plus malin que le malin, c'est qu'on va modifier notre tableau, mais on va quand même garder nos petites propriétés du début. Par exemple, donc attendez, que je raconte pas de conneries, oui c'est ça. Donc on a le résumé de mon tableau du début, avec mes modulos qui sont toujours bons. Et puis en fait, si dans ma case 1, donc la case rouge qui est 53, j'ajoute 5, ça change rien au résultat en fait, puisque modulo 5, le 5 dégage. Donc en fait, je peux ajouter 5 à ma case 1 sans que mon tableau ne change. Du moins sans que mes propriétés changent. Et puis je peux faire pareil avec les cases orange, je peux leur ajouter 4 sans que ça change rien. Donc moi tout con, je vais le faire. Voilà. Donc au milieu de mon programme, je peux passer du tableau en haut au tableau en dessous sans que aucune de mes relations mathématiques ne change. Donc en fait, mon tableau il a bougé. D'un œil extérieur, on va se rendre compte que c'est pas facile de s'en rendre compte, que les propriétés sont respectées, et en fait les propriétés sont effectivement respectées. Donc à quoi ça ressemblait? On en était là, donc on avait notre tableau qui était initialisé en haut, on avait notre boucle while qui faisait des appels pour calculer les petites propriétés mathématiques, et on va venir casser tout ça en mettant dans l'appel à ma fonction, je prends la case 0 et puis je la rends égale à la case 4, qui est en fait le résultat du modulo, donc en fait ça change rien du modulo. Et puis au milieu de ma boucle, je vais carrément venir exploser la case numéro 4 en la faisant être égale à un bout du truc 0, modulo un autre truc, et en fait quand je fais ça, mes propriétés sont respectées. À la fin c'est pareil, je sors de ma fonction, je peux de manière arbitraire venir faire des modifications sur mon tableau. Hop. Et donc on obtient quelque chose de relativement sale comme ça. Donc là j'ai rajouté les appels à ma fonction. Et donc en fait techniquement entre l'appel qui est... Est-ce que j'ai un peu de mou? Ah bah oui, je suis con. Entre l'appel qui est fait ici et l'appel qui est fait là, en fait techniquement j'ai modifié mon tableau. Et donc en fait d'un point de vue extérieur, sans avoir trop réfléchi à la question, en fait potentiellement ma fonction, la fonction que j'appelle, elle a absolument plus le même comportement. J'ai modifié le tableau A qui sert à calculer la boucle et puis à faire des trucs, donc peut-être que tout a changé et que plus rien n'est pareil.
Donc forcément, si vous voulez deviner le résultat de l'appel à add 2, 3, bah, ça va être plus compliqué. Sauf que ma fonction s'appelle add. Mais ça, on l'a déjà vu. Et donc ça, on est quand même sur un niveau d'obfuscation qui est quand même pas dégueulasse. Il y a une démo, quelle heure il est? Moins 20, je peux vous la faire, ou alors on peut la faire tous d'un coup, on va faire ça. Donc là, on me croit, donc le résultat était celui-ci. Hein. Donc j'avais mes petites constantes au début, là, donc ABCD, qui étaient égales à 0x, je sais pas trop quoi, qui sont quand même des grands nombres, et puis bah, je vais les exploser et les transformer en des combinaisons de différentes propriétés de mon tableau qui est défini tout en haut. Je vous dirai pas quelles sont les relations dessus parce que j'en ai absolument aucune idée, elles sont générées de manière aléatoire. Et donc mon bon vieux 0x machin qui était facilement reconnaissable, il devient ce blob immonde. Voilà. Je vous mets au défi de le calculer. Surtout que techniquement mon tableau change à chaque appel, bref. Et puis bon bah ça rentre pas dans l'écran parce que du coup ça devient un peu gros, mais toutes les autres valeurs vont changer aussi, et puis mon tableau il va tourner et bouger en cours de route. Donc là on est pas mal, on a obfusqué les abstractions, c'est ça, et puis les données, et donc il nous reste qu'une seule chose à obfusquer maintenant, c'est le flux de notre programme. Normalement, vous êtes développeur, quand vous développez une appli quelle qu'elle soit, je pense, il y a de bonnes chances, que vous utilisiez des if, des switch, des while, des for, et d'autres types de mots-clés comme ça, qui définissent ce qu'on appelle un flux de contrôle, ou même un graphe de flux de contrôle, qui sont composés de petits blocs de test et puis de petits blocs d'instructions, et puis qui vont définir quelle instruction va être exécutée à quel moment, combien de fois, tout ça. Et donc quand on est un attaquant d'un programme et qu'on est un peu malin, on peut se servir de cette information pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre programme. Donc ça aussi on va vouloir le cacher. Donc voilà un exemple de graphe de flux de contrôle. Donc on l'a découpé en petits blocs d'instructions, donc n égale rand, c égale 2, qui sont tout en haut, et puis ensuite une condition ici, et puis une boucle. Donc c'est une boucle, pourquoi? Parce qu'on a une petite flèche qui remonte comme ça. Voilà, je vous apprends rien normalement. Et donc ça, on va vouloir le cacher, l'obfusquer. La première idée qu'on va avoir, hein, qui est un peu l'idée la plus simple, ça va être d'ajouter du code. Suspense. Sinon, dans 2 minutes, je peux plus parler. Donc on va essayer d'ajouter, on va venir ajouter du code dans notre programme qui va ne rien changer. Donc en pratique, on va ajouter des branches mortes dans notre flux, dans notre graphe, et puis des branches dupliquées. L'idée étant d'augmenter la quantité de code à analyser quand on va vouloir comprendre mon programme, et donc de rendre ça plus compliqué. Plus il y a de code, et plus c'est compliqué. Jusque là, tout va bien. Et donc voilà le genre de transformation qu'on pourrait faire. Donc je prends mon programme d'origine, qui avait 2 tests, hein, et puis quelques blocs d'instructions, et puis je vais rajouter un test ici, un test là-bas, et puis je rajoute un bloc de code là, et puis j'en rajoute un autre là. Et puis bah, à l'œil comme ça, difficile de savoir si c'est pareil ou pas, sauf que quand on réfléchit bien, ici mon test, est-ce que n modulo 4 est égal à 0, bah, c'est pas possible puisqu'il est pas... Enfin non, justement, ça ce sera toujours vrai puisqu'il est modulo 2, non c'est le contraire, c'est bien ça, il n'est pas égal à 0 modulo 2, donc il peut absolument pas être égal à 0 modulo 4, je m'y perds, et donc en fait le bloc qui est ici, bah, il peut pas être exécuté, c'est non. Au contraire, ici, ce test là, on ne sait pas trop ce que ça va donner puisque n bouge pendant l'exécution de la boucle. Seulement en fait quand on y regarde de plus près, ça et ça fait la même chose. Donc en fait, qu'on soit dans un cas ou dans un autre, le résultat est le même, le comportement de ma fonction ne change pas. Donc j'ai augmenté artificiellement la quantité de code à analyser sans changer le comportement de mon programme. Donc je fais de l'obfuscation, c'est la définition qu'on a donnée au début. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin que ça, voire même j'en suis persuadé. Et il y a des gens hyper intelligents qui se sont penchés sur la question de l'obfuscation des flux de contrôle et qui ont inventé un truc qu'on a appelé à l'époque la shanksification.
parce que le mec qui l'a inventé s'appelle Shengxi Wang. Ça vient de par là-bas, ça. Et puis la technique a été un peu améliorée par deux mecs qui s'appelaient Laszlo et Kiss. Il y a une référence bibliographique, mais elle n'est pas donnée. C'est marrant. L'idée de cette méthode, qui est un grand classique et qu'on retrouve dans pas mal d'implémentations, c'est de remplacer tout mon programme par un énorme switch case dans une boucle, et puis d'avoir une variable de contrôle qui va définir où est-ce que je vais aller me balader. Exemple. Voici un programme à gauche, voici un programme à droite, et en fait, je vous l'assure, ça fait la même chose. Bon, en fait, on voit rien. Donc on va décomposer ça. Donc on va essayer de garder en tête la tête de notre programme du début. Hein. Donc il y a l'exécution d'un bloc, un test, selon le cas, soit un autre test, l'exécution d'un bloc, soit l'exécution d'un bloc. Et donc en fait tous mes blocs, je vais les séparer dans mon programme. Donc en fait tous mes blocs sont ici dispatchés dans le truc. Et donc ce qui va se passer, c'est que j'ai une variable de contrôle qui s'appelle habilement contrôle, que je mets à 0 au début, donc au démarrage de mon programme, et puis j'ai un gros switch sur cette variable. Quand cette variable est égale à 0, le premier bloc va être exécuté, celui de la branche à gauche, qui, si on a l'œil habile, est en fait le premier bloc d'exécution de mon programme, donc jusque là tout va bien. Ce bloc, il exécute les instructions qu'il devait exécuter au début, et puis il va choisir le prochain bloc qui sera exécuté. Il met la variable de contrôle à 1, ce qui fait que, normalement, au prochain tour de boucle, c'est le bloc qui est pointé par la valeur 1 qui va être exécuté. En l'occurrence, c'est le test. Donc si n est égal à 0 modulo 2, on mettra la variable contrôle à 2, sinon à 3, donc ce qui correspond aux branches qui sont à droite et puis à gauche. Sinon, ce sera, on le mettra à 2, ou le contraire, je ne sais plus. Et donc j'irai exécuter soit le bloc qui se situe ici, soit le bloc qui se situe là. Et donc en fait avec cette structure de boucle switch, on ne sait pas trop, je vais émuler le fonctionnement de mon programme d'origine en utilisant que deux structures de contrôle, à savoir le switch et la boucle while. C'est une boucle while. Tout à la fin, donc ça c'est la toute dernière instruction de mon programme, je mets ma variable de contrôle à une valeur arbitraire, et puis quand elle atteint cette valeur, c'est la fin de mon programme. Donc là encore, je vous passe la démo, on fera la totale juste après. Mais l'idée c'est que, par exemple, ma fonction init, qui était constituée de deux boucles while consécutives avec des instructions au milieu, eh ben, va se transformer en ça. Voilà. Donc j'ai eu ma variable de contrôle qui apparaît au début, qui est underscore 37 fe1e. Et puis mon premier bloc sera celui qui est pointé par la valeur 81038, qui se situe je sais pas où. Cherchez avec vos yeux. Et donc là, en fait, on a déstructuré notre programme, et de manière assez efficace. J'écoute? Toujours pas? Bien, donc on a trois méthodes d'obfuscation qu'on a vues en démo, c'était bien. L'idée maintenant c'est que si on veut avoir une obfuscation qui marche le mieux possible, on va essayer de les combiner. On peut les combiner techniquement n'importe comment, ça va marcher, il n'y a pas de problème, mais il y a probablement un ordre un peu plus malin qui va vous donner une meilleure obfuscation à la fin. Typiquement, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'obfuscation des données après l'obfuscation de type mise à plat de l'arbre syntaxique là, parce que du coup votre variable de contrôle elle sera plus difficilement traçable parce qu'elle sera offusquée par l'obfuscation des données. Si je fais pas ça, techniquement, en étant un peu malin, je peux faire une trace d'exécution de mon programme, refaire les branches en fonction des valeurs de ma variable de contrôle et puis me remettre ça en ordre. Ça se fait, c'est pas trivial, mais c'est possible. Et puis si on veut, si on est un peu méchant et on a envie d'être un peu violent là comme ça, on peut itérer sur les transformations. Donc je peux faire une mise à plat de l'arbre, comme ça, donc j'obtiens mon résultat là, donc avec une boucle while et des if, je peux remettre une couche dessus, donc je vais remettre tous mes blocs là, je vais les remettre à plat, je vais remettre tout ça dans une boucle while et remettre un coup de truc là-dessus. Ou alors je peux mettre deux fois l'obfuscation de mes données, je fais ce que je veux.
Je fais ce que je veux, sauf qu'il faut rester un peu malin, parce que le temps d'exécution peut augmenter de manière significative. Forcément, on se rend bien compte que quand on remplace les if et les while par une grosse boucle while avec un switch, il y a des chances qu'au niveau temps d'exec, ça soit pas ouf. Et effectivement, ça peut l'être. Et puis la taille du programme peut devenir absolument monstrueuse aussi, du moins la taille du code. Du coup, si on a l'impression que ça part vraiment en banane toute cette histoire, ça peut être malin d'identifier les fonctions intéressantes à obfusquer avant de lancer l'obfuscation sur tout notre code. Si vous avez 10 mégas de code par exemple, déjà le temps de l'obfuscation va être considérable, et puis le temps, du moins l'overhead en temps d'exec et en espace va être aussi absolument fou. Donc si vous avez une fonction, deux fonctions, trois fonctions ou n fonctions sensibles, il vaut mieux obfusquer ces petites fonctions indépendamment, laisser le reste propre, et puis tant pis pour le reste. Peut-être ça peut être malin aussi d'en obfusquer 3-4 autres à côté pour éviter qu'on spot trop facilement là où il faut taper. Bref. J'ai fait la mesure sur ma petite fonction MD5 en passant les diverses transformations. Donc la mise à plat de l'arbre de contrôle, là, ça multiplie la taille de mon programme par 2, quand même. Et puis ça augmente un peu le temps d'exec, un peu moins de 10%. Le renommage des variables qu'on a vu au début, ça coûte rien, c'est cadeau. Et puis ce qu'on a appelé le ray aliasing, donc le truc avec le tableau qu'on indexe, on fait machin comme ça, ça multiplie la taille de mon programme par 10. Et le temps d'exécution est augmenté de à peu près 11%. Alors forcément c'est très dépendant du programme que vous obfusquez, et puis c'est très dépendant de la manière dont vous implémentez le truc aussi. J'ai pas franchement cherché à améliorer mon obfuscation. Démo, cette fois on va essayer de faire une vraie démo, si j'arrive. On va faire comme ça, magnifique, non. Si ça commence à taper n'importe quoi, prévenez-moi parce que... Ouais, c'est en cours. Donc j'ai un bout de code qui s'appelle code.py. Et bah là du coup maintenant c'est trop zoomé. Qui est en fait exactement la fonction MD5 que je vous ai montré tout à l'heure. Bon voilà, ça fait des trucs. On notera au passage qu'il y a des commentaires dedans. C'est bien de mettre des commentaires dans son code, et à la fin forcément ils y sont plus. Voilà, ça fait des trucs, et puis à la fin ça calcule le MD5 d'une chaîne qui est test string. Voilà. Si je l'exécute pour la blague, donc ça calcule le MD5 de la chaîne que je vous ai montré. Jusque là tout va bien. Et puis on va pouvoir commencer à faire de la saloperie là-dedans. Non, j'y suis pas non plus. Donc je peux obfusquer les noms, donc comme on a vu au début. Donc hop, dégage-toi. Donc ma classe MD5 s'appelle plus MD5. Ma petite macro ou simili macro au début, c'est plus ça non plus. Et puis à l'intérieur, les noms ont changé. Je vais stocker ça dans bla. Voilà. Et je vais recommencer. Donc, et cette fois, je vais utiliser le flattening. C'est pas ça. Comment il s'appelle? Laszlo. Donc on garde un peu en tête à quoi ressemblait notre programme d'origine. Je fais la shanksification, Laszlo, je sais pas quoi. Et ça transforme mon programme en cette immonde tambouille. Donc on repère bien assez rapidement la boucle while qui entoure le corps de chaque fonction. Et puis à l'intérieur, bon, il n'y a pas de switch case en Python, mais ça marche bien avec des if, elif, 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 qui font jouer avec ma variable de contrôle. Donc ça aussi, je vais le stocker dans pas bla, parce qu'il est déjà là, bla 2. Tac. Avec du code de debug, tout ça. Et puis, dernière étape, j'utilise comment ça s'appelle, Opaque Predicates. Donc c'est mon aliasing de tableau, là. Je vous cache pas. Et où? Je sais pas écrire. Et j'obtiens ce truc génial. Donc voilà la bait. Donc on notera que c'est quand même joliment aligné sur 80 colonnes.
Donc voilà, donc comme je disais, hein, la taille du programme augmente de manière significative. On atteint presque la longueur max de mon buffer de terminal. Et donc là, bon, bah, je vous mets au défi de savoir que ça calcule le MD5 de quoi que ce soit. Ça, je le stocke dans BLA3. Ensuite, on a l'instant de pression. En fait, j'ai toujours un petit stress en fait, parce que je sais que mon implémentation est buggée. Donc en fait, dans un cas sur 1000, ça marche pas. Jusqu'alors, elle a toujours fonctionné. En même temps, 1 sur 1000, ça, c'est gentil. Tintin. Voilà. Donc pour la petite comparaison, toc, c'est bien la même valeur. Ouh, super. Et donc j'ai effectivement le même comportement de programme, sauf que si j'ouvre les deux en même temps, là, putain, le galérien quoi. Puis je vois plus mes touches. Ouais, bah forcément c'est pas le bon. Voilà. Donc à l'œil comme ça, donc bah forcément en termes de nombre de lignes, on n'est pas sur la même blague. Là on a 1000 lignes d'un côté et 66 de l'autre. Forcément bah, à l'intérieur ça ressemble plus à rien. Et donc c'est pratique parce que c'est à peu près ce que je voulais faire à l'origine. Hop, laissez-moi relancer le truc. Ouais, mais là je me... Ah, bah bien joué. Hop. Allez, on y va. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de slides dans cette présentation. En même temps, elle est jolie, j'aime bien. On va venir à la fin. Tac. Voilà, petite conclusion du coup, avec ces simples transformations, donc il n'y en a jamais que 3, qui en termes d'implémentation ne sont pas excessivement compliquées. Ça dépend pas mal du langage qu'on essaye d'obfusquer, hein. Ça change. On obtient un truc qui à la fin est quand même relativement costaud, ça marche plutôt bien, sauf quand on tombe sur un mec qui est vraiment énervé du clavier et qui va faire une analyse poussée, et en particulier tout ce qu'on a fait c'est uniquement statique, donc on travaille sur du code statique, ça bouge pas, et donc du coup avec une analyse dynamique de mon programme, il y a des chances que mon obfuscation statique tienne pas bien longtemps quand même. Alors je vous assure que dans l'ensemble ça marche quand même plutôt bien. Voilà, donc typiquement si on a un attaquant qui fait de l'exécution symbolique par exemple, ça peut être compliqué pour mode obfuscation, s'il fait du debugging, tout ça machin. On pourrait aller vachement plus loin et avoir un truc qui tienne contre ce type d'attaque en plus du reste, et donc là il faudrait avoir un programme qui s'auto-modifie en cours d'exec, donc on a plus ou moins commencé à faire avec le tableau qui bouge, mais qui va vraiment modifier son code de manière binaire, dynamique. Donc typiquement on va avoir dans ce genre de catégorie les VM, donc on va implémenter une VM qui va modifier les instructions de notre programme et puis exécuter du code dans notre VM plutôt que dans le langage du programme, donc il y a des niveaux d'indirection à démonter. Et puis on a des trucs du type la cryptographie en white box, qui est un concept extrêmement compliqué, qui en théorie ne marche pas non plus, mais qui en pratique est plutôt utile. Et ça, bah, si vous voulez jouer avec, bonne chance, et faites-vous plaisir. Et c'est la fin, et ça fait... je sais pas parce que je viens de recommencer, mais il est exactement 21 h. C'est beau, non? Et du coup, je prends vos questions. J'ai été tellement bon que le sujet est clair comme de l'eau de roche. Le code est pas clair comme de l'eau de roche. C'était l'objectif. J'ai un super autocollant inactif pour la première question intéressante. Il est super bien, il y a un ninja, on peut le décoller, il y a les étoiles aussi, on peut décoller les étoiles et on peut les recoller comme on veut et tout. Non, ça vous aide pas à poser des questions. Ouais, bah allez, une question. Oui, j'écoute. Alors l'idée en fait ça va être de l'obfusquer au moment de la release en fait, c'est-à-dire qu'on garde le code non obfusqué, on le maintient comme ça, et puis au moment de faire une release, bam, on passe l'obfuscation dessus et on release le code obfusqué.
il faut automatiser la partie obfuscation. Bien entendu, tout ça se fait pas à la main, c'est juste pas réalisable. Mais si tu intègres ça dans une chaîne de build, alors après je parle de trucs que je connais absolument pas parce que les chaînes de build c'est pas mon métier, mais j'imagine que tu dois pouvoir à un moment donné passer un script SH qui casse le code. Sachant que tout ce que j'ai montré là c'est sur du code Python, donc ça se passe relativement bien parce que c'est interprété, donc du coup on n'a pas trop d'intermédiaire qui vient pourrir notre code. Si vous le faites sur du C par exemple, vous pouvez avoir des petits problèmes, parce qu'au moment de la compilation, en fait, le compilateur il va faire pas mal d'optimisation, et potentiellement en fait il est en train de foutre en l'air toute votre obfuscation. Donc typiquement, on a vu le truc au début avec les calculs mathématiques statiques, donc tirés des bouquins de maths là. Le compilateur en fait il va être capable dans pas mal de cas de les squasher et donc de les remplacer par les valeurs effectives. Donc faut prendre en compte ça. Ça se fait quand même bien hein, d'obfusquer du code compilé. On peut l'obfusquer après la compilation, en cours de compilation ou avant la compilation comme on l'a fait là. Et donc typiquement il y a un truc qui existe open source qui s'appelle OLLVM qui permet d'obfusquer du code intermédiaire généré avec Clang. Voilà, ça implémente grosso modo les trois trucs que j'ai montré là. En autocollant inactif pour monsieur. J'en ai qu'un, je suis désolé, après il me reste un stylo, je suis pas sûr qu'il marche, mais... Ouais. 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 Ouais, là il va falloir chercher le bon compromis entre l'obfuscation et la performance du code, et donc typiquement tu vas essayer de choisir les bonnes transformations de code qui vont impacter le moins possible ton temps d'exec. Donc typiquement la shanksification là, ça va être probablement compliqué. Par contre l'ajout de code mort, donc des branches qui servent à rien, etc. Normalement ça change pas trop les temps d'exécution. Donc tu pourrais partir sur quelque chose comme ça. Il reste toujours l'exécution, l'obfuscation des noms, qui elle coûte rien, donc ça on peut le faire. Mais effectivement, s'il y a vraiment un besoin de performance très important, ça risque d'être mort. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est... ouais, non, j'ai essayé de pas tricher. C'était un peu petit, ouais. Je suis navré. Mais oui, il y a bien du code derrière tout ça. Je peux vous le montrer rapidement. Alors, j'en suis absolument pas fier, c'est pour ça qu'il n'est pas publié. Ah, j'essaye de cliquer, hein. C'est pas simple. Mais techniquement, si je prends... c'est vrai que c'est un peu petit. Ouais. En fait, j'ai rendu plus petit pour le truc. Donc typiquement si je prends Laszlo Ekis par exemple qui est un peu la brique maline, donc il y a vraiment du code hein, là-dedans, donc ça fait des vrais trucs. Donc voilà, il y a des jump tables, tout ça, des trucs, on construit des stacks avec, enfin bref, c'est détaillé. Le papier de Laszlo Ekis, je sais plus qui je regarde, monsieur. Le papier de Laszlo Ekis explique vraiment bien step by step comment il faut s'y prendre pour pas perdre les flux d'exécution. Il y a plein de trucs qui sont en fait extrêmement complexes, qu'on voit pas comme ça quand on en parle de manière un peu macro. Mais typiquement, il y a des choses qui vont être compliqué à gérer. Typiquement si vous avez des boucles while imbriquées dans des if avec des breaks au milieu ou des continues, surtout en Python où on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va se retrouver. En plus on peut passer par des defaults qui vont être pris quand on prend le break mais pas quand on prend le continue, etc. Donc il y a vraiment des trucs qui peuvent être compliqués. De manière générale, en fait, quand on fait de l'obfuscation, c'est pas facile d'avoir quelque chose qui marche dans le cas général, qui va marcher tout le temps. Pour l'obfuscation des noms, donc vraiment le truc le plus simple, ça marche relativement bien. Pour l'obfuscation type mise à plat, il y a vraiment des corner cases auxquels personne n'a jamais pensé, et quand on tombe dessus, tout explose parce que forcément ce truc-là ne marche plus du tout. Donc typiquement quand on a des breaks ou des trucs compliqués à l'intérieur d'appels, de fonctions ou machin, il faut savoir exactement où est-ce qu'on va retomber. Donc ça c'est pas forcément simple. Et puis typiquement je disais sur l'histoire des classes et des méthodes qu'on va changer, renommer, bouger, si vous avez des appels d'introspection, ce qui peut arriver assez facilement avec Python, parce que typiquement on a le getAttr qui permet de récupérer un attribut par exemple. Si on a renommé nos attributs, le getAttr ça va être compliqué, parce que bon, autant si c'est un getAttr sur une valeur fixe, une chaîne donnée, bon je peux la remplacer, c'est pas un problème. Seulement si on fait un getAttr, c'est parce qu'on a besoin d'un truc dynamique, et du coup je peux pas savoir au moment où j'obfusque ce que je vais avoir comme valeur dans mon getAttr, donc je suis fichu en fait, je pourrais pas modifier mes noms.
Tout ça pour en venir à la conclusion que quand on obfusque un programme donné, ça a du sens d'écrire l'obfuscation pour ce programme, parce qu'en fait on maîtrise le programme, on sait ce qu'on va trouver dedans et ce qu'on va pas trouver dedans, et donc on sait exactement ce qu'on peut appliquer comme transformation sans foutre en l'air notre programme. Alors on peut l'adapter à un projet, hein, ça marchait à peu près pareil, seulement on va renommer les fichiers, changer les noms des classes, les packages, machin. Ça demande un peu plus de travail parce qu'il va falloir parcourir une arborescence, mais ça se fait aussi très bien. Typiquement, quelque chose qui se fait, donc je pense, alors je ne veux pas dire de conneries, encore une fois, je parle de trucs qui ne sont pas forcément mon métier, mais quand on fait du GWT, non, comment ça s'appelle? Un truc de Google qui permet de faire du JS. Là. Ouais, c'est ça, GWT, on est d'accord. Il fait en fait de l'obfuscation relativement maligne. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout le code, il fout tout dans un seul fichier en mode un bundle, et ensuite il fait son obfuscation dessus. C'est quelque chose qui est possible aussi. D'autres questions? J'écoute. Ouais. C'est un peu le problème, c'est ce que je disais, donc typiquement sur la mise à plat d'arbres de contrôle, c'est une technique qui est connue, surconnue, reconnue, on en voit dans les challenges de sécu, etc. Donc il y a clairement il y a des gens qui ont passé un peu de temps et qui ont les algos pour démonter ce truc-là. Donc qui vont typiquement parcourir le flux, reconstruire l'arbre petit à petit en reprenant la valeur des variables de contrôle. Donc oui, il va falloir mettre un peu de cerveau humain là-dedans pour que ça devienne un peu plus compliqué. Donc typiquement, la petite méthode du tableau là, qui est plutôt pas déconnante, l'appliquer après cette transformation là, ça permet de venir un peu foutre le bordel dans cette phase d'obfuscation, et du coup ouais, il faut mettre un peu de changement. Typiquement la méthode du tableau, elle marche bien jusqu'à ce que je vous en parle. Parce que maintenant que je vous en ai parlé, en fait, elle marche plus du tout. Parce que dès que je vais vous la montrer, vous allez faire oui, non, mais en fait, là, ils sont de ma gueule parce que les trucs, c'est toujours les mêmes. Donc, en fait, je peux tout casser direct. Donc, ouais, dans l'obfuscation, il y a ce côté un peu ingrat de il faut vraiment penser son propre truc, ou au moins venir mettre son grain de sel dans chaque méthode pour avoir un truc un peu perso et éviter que, en fait, tout le monde fasse lol, il a utilisé le même truc que tout le monde, ça sert à rien. Et ouais. Ah, c'est pas simple. Hein. Ouais. Ça va être un peu une signature. Ouais. C'est pour ça que assez facilement, en fait, quand on se renseigne un peu sur les sphères cyber-threat, tout ça, chercher les acteurs, les méchants garçons, tout ça, on retrouve on ne sait pas trop pourquoi, mais à chaque fois on sait que en fait là c'était le groupe Dark Panther, machin, et puis là c'était le groupe APT32, etc. Et puis en fait les experts, ou je les connais pas ces gens, ils sont capables assez facilement de dire si un échantillon de malware il vient de telle partie du monde ou tel groupe, et ils regroupent ça dans des grandes familles type APT, et en fait ça fait partie du genre de choses qui vont permettre de savoir d'où ça vient un peu. Donc on peut facilement regrouper, enfin facilement, tout est relatif en tout genre, mais on va pouvoir regrouper les échantillons dans une grande catégorie et dire qu'ils viennent du même endroit. Après, savoir qui l'a écrit, bon, il faut quand même remonter vers le mec, quoi, mais ça c'est un autre problème. Sinon oui, il y a une certaine forme de signature. Ouais. Ouais. Pour le coup, si tu copies un truc qui existe déjà, tu auras une moins bonne qualité d'obfuscation, mais derrière, tu vas avoir, ouais, tu vas cacher cette espèce de signature. En même temps, c'est marrant d'avoir une signature aussi. Tu vois. Ça, tu écoutes les infos, tu fais ouais, APT 32-4 version 2, et ils ont fait une attaque. Ouais, c'était moi. Tout à fait. Alors après, quand je parlais de bypass antivirus, etc., c'est pas tout à fait vrai. En vrai, il y a des choses beaucoup plus évoluées que ça pour. Enfin, pas toujours, ceci étant dit. Mais il y a des méthodes différentes pour se cacher des antivirus. Se faire passer pour un programme légitime, ça peut fonctionner, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Après,
faut pas se mentir, les antivirus actuels sont pas si déconnants que ça. Alors encore une fois, mes collègues vont me haïr quand je dis ça, mais il y a des antivirus qui marchent vraiment bien, et aujourd'hui, ça devient un peu compliqué, ouais, d'avoir un truc qui fonctionne. Ça c'est non, ça fonctionne pas. Non. Non, non, maintenant, si on prend un antivirus un peu récent et qui fonctionne bien, genre Windows Defender dernière version, qui est actuellement une des pointures du marché, hein, c'est con à dire, il est gratuit, mais il marche bien. En vrai, ça marche pas du tout, parce que ce qu'il fait, c'est de l'analyse comportementale de process. Et donc aujourd'hui, typiquement, vous prenez un Meterpreter, là, un truc sorti de Metasploit, grillé de partout. Vous faites ce que vous voulez d'obfuscation dessus. Enfin bref, vous vous débrouillez comme vous voulez. À un moment donné, vous allez exécuter un truc, vous allez accéder à un process, et puis à un autre, et puis faire une suite d'actions, et puis faire non, c'est pas possible. Donc ça marche bien. Alors je dis pas qu'on n'est pas capable de faire le nécessaire pour passer à côté. On est capable de faire le nécessaire pour passer à côté, mais ça demande un peu plus de travail que juste ça. Ouais. Mais encore une fois, pas toujours. Il y a d'autres antivirus où il suffit de remplacer la chaîne Mimikatz par Mimidogs, et puis on est bon. Hein, ça. Faut savoir choisir son produit. Magnifique. Mangez bien.